Et vous, le parti, enfin le front de gauche, parti de gauche, vous êtes pour quoi alors vous? Ah, nous on est pour la sanction quand même. Mais on est pour une complète rupture. Déjà, il y a un problème dans ce pays, c'est que il faut désigner quelles sont les priorités en matière de délinquance. Qu'est-ce qu'on vise, hein? Parce qu'on invente, et Sarkozy a inventé, et Valls continue là encore, des ennemis imaginaires. J'en prends qu'un parce que c'est le plus caricatural, hein, la question du terrorisme islamiste. On est convaincu que c'est une menace absolument terrible pour notre pays. Il faut quand même dire que vous avez en moyenne par année un acte. Quand je parle d'un acte, c'est même pas un acte réussi, une tentative. Par contre, vous en avez plus de 100 de terrorisme séparatiste ou ethnique. Par exemple, du terrorisme en France, ça a beaucoup été les Corses, ça a beaucoup été le TA à une époque. Bon, ça on n'en parle pas. Ça c'est pas à la mode parce il faut faire peur avec l'islamisme. Donc on met tous les moyens de la police là-dessus. On en met, du coup, on dégarnit d'ailleurs de la justice avec des parquets spécialisés. On fait pas le travail qu'il faudrait faire contre les mafias, contre la criminalité organisée, et on a des résultats qui sont de mauvais résultats. Et alors, à l'arrivée. Que faites-vous contre l'insécurité du quotidien, celle qui emmerde, comme on dit aujourd'hui, les Français? Tout à l'heure, on parlait du cas du TGV Paris-Perpignan avec 4 jeunes de 20 ans qui sont montés, qui avaient des joints, alcoolisés, qui n'ont pas payé leur billet et qui ont mis la pagaille, qui ont insulté, qui ont un peu bousculé pendant le trajet jusqu'à Lyon. Comparution immédiate, on leur colle 3 mois avec des peines aménagées, le parquet fait appel. Ces jeunes, on les met derrière les barreaux ou on leur donne on leur fait des aménagements de peine? Ça dépend de qui c'est, ça dépend du cas, ça dépend de la gravité de ce qui a été fait. Mais l'idée que la bonne peine, c'est la prison, et si c'est pas la prison, ça vaut rien, ça compte pas, c'est du laxisme, est une idée extrêmement mauvaise. Parce que la preuve a été apportée que le séjour en prison n'est pas positif. Je suis pas pour l'annuler. Il y a des fois c'est nécessaire. Il y a un avantage, c'est que ça met les personnes hors d'état de nuire pendant le temps qu'ils sont derrière les barreaux. Ça protège la société. Bon. Mais à ce moment-là, il faut quasiment aller dans une logique de perpétuité, parce que quand ils ressortent, vous avez une aggravation de la récidive et vous avez une aggravation de la dangerosité. Tout le monde sait que c'est qu'en prison qu'un certain nombre de petits délinquants vont rencontrer des gens du milieu et vont se faire leur carnet d'adresse, qui va ensuite leur permettre de mener une carrière délinquante. Donc il faut faire attention à qui on met en prison, par exemple. Et où on les met. Il faut peut-être aménager des centres. Mais alors là, pour la petite délinquance, vous savez, par exemple, ou pour les jeunes, les loulous de banlieue. Il n'y a pas que, comme on dit, le quartier VIP au ministère à la prison de la santé, pour que ces messieurs, surtout dames, messieurs, je dirais pas beaucoup de dames, ne soient pas mélangés aux autres. Qu'il y ait davantage de peines de substitution. Qui on va envoyer en prison, par exemple, aujourd'hui, avec notamment les peines planchées, on va envoyer en prison des gens pour des faits, par exemple, de délinquance routière, type il a plus ses points, c'est un artisan, il roule sans permis, bon, hop, prison. On envoie des gens pour consommation de stupéfiants. La plupart des interpellations qui ont lieu, parce que c'est celles qui sont les plus faciles à faire, ça fait exploser les statistiques. Vous attrapez quelqu'un qui détient un petit peu ou beaucoup, peu importe, une certaine quantité de cannabis. Bon, vous l'attrapez, automatiquement votre affaire est élucidée, comme on dit dans la police, parce qu'on sait qui est-ce qui a commis l'infraction. C'est celui qui a le cannabis sur lui. Si jamais c'est un trafic, c'est plus compliqué. Il faut le démontrer, il faut avoir des témoignages, il faut faire des filatures. On peut y arriver, ça a été fait d'ailleurs récemment dans une cité de Marseille. Mais ça demande beaucoup plus de temps. Ça ne rapporte rien du point de vue de la statistique. Bon. Donc on s'est complètement trompé de cible pour afficher des chiffres qui étaient des chiffres spectaculaires. Et d'ailleurs, une des conséquences de ça, est-ce qu'on doit construire de nouvelles prisons? A plus de mal pour travailler. Est-ce qu'on doit construire de nouvelles prisons? Non, on ne doit pas construire de nouvelles prisons. Il y a un certain nombre de gens qui sont en prison qui n'ont pas à y être. Et la France a déjà un taux d'incarcération supérieur à la moyenne européenne. Mais on est en surpopulation carcérale. Je crois qu'on a 58 000 places de prison. Oui, mais parce que notamment, il y a des gens qui ne devraient pas y être. Bon, alors soit vous avez, tout ça est assez technique, des gens qui attendent leur jugement pour un certain nombre d'entre eux. Ils vont d'ailleurs ne pas être condamnés à de la prison. Bon, et puis il y a un certain nombre de cas où il peut y avoir autre chose que des peines de prison. L'expérience montrant que c'est plus efficace. Vous êtes plus sur une ligne Taubira qu'une ligne Valls, on va dire. C'est clair, mais c'est la ligne sérieuse, c'est la ligne qui est pas la ligne démagogique, parce qu'on fait, regardez, je vais taper, comme le numéro que nous a fait Sarkozy pendant 10 ans, pendant 2, soit il était ministre de l'Intérieur, soit il était président de la République, il continuait à s'intéresser à ces questions. Vous dites la même chose que le Front National, finalement, en disant que Valls c'est sur une ligne où il bombe le torse, c'est une ligne d'ambition personnelle. Bah oui, mais ça c'est le cas. Je pense que toute personne raisonnable ne peut que le constater. Bon, maintenant le Front National fait le même genre de déclaration absolument démagogique, sans aucune réalité. Bon, et vous savez, il y a quelque chose dont on parle jamais, parce que quand on parle de la délinquance que mesure le ministère de l'Intérieur, les fameux chiffres dont nous parle Manuel Valls, c'est qu'une petite partie de la délinquance dans notre pays. Dedans, vous avez pas l'essentiel de la délinquance financière. Vous n'avez pas la fraude fiscale, vous n'avez pas la fraude au droit du travail. Bon, c'est 80 milliards d'euros par an. Puisque
que 500 fois le coût si on devait les estimer des tags. Ouais. Ça, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Eh bien, on fait de la simplification administrative et le gouvernement est en train de supprimer des postes ou des démarches parce que tout ça, bien entendu, c'est des contraintes pour la compétitivité de l'économie. François Delapierre, puisqu'on est sur cette histoire Valls-Taubira, dans le courrier que Manuel Valls a adressé, dont on a eu connaissance, au Premier ministre et au Président de la République, il lui est demandé de trancher. D'aucuns disent il faut effectivement trancher entre Manuel Valls et Christiane Taubira. Est-ce qu'il y en a un qui doit dégager du gouvernement? Il faudrait bien. Bon, non, mais ça c'est moi, je sais pas mes affaires. Non, mais est-ce que la question, moi je serais pour qu'ils dégagent tous. Non, mais franchement, si vous me donnez la liste, je sais pas lesquels vont. Mais Taubira, j'allais dire, elle essaye de tenir son chemin. Elle gagne pas beaucoup. Valls n'est pas un ministre de l'Intérieur de gauche. Ah bah c'est l'extrême droite du mouvement socialiste. Ça c'est clair. C'est au primaire socialiste. D'ailleurs, il a réussi un résultat lamentable de 5%. Il est extrêmement minoritaire dans sa propre famille politique. Je vous parle pas au front de gauche, je vous parle au sein même de la mouvance socialiste. Il y a que The Economist, le journal libéral britannique, qui le trouvait formidable. C'est une sensibilité très particulière. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui ne connaît rien aux questions de sécurité. Ah bah il a été maire d'Evry dans l'Essonne. Et dis-moi, l'insécurité, le quotidien, je le connais. C'est ce que dit Manuel Valls. La banlieue, je connais. Les emmerdements du quotidien, je connais. Mais c'est pas parce qu'on est maire de banlieue qu'on y connaît quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit à part ça? Qu'est-ce qu'il fait comme proposition? Moi, j'entends les policiers, j'écoute les policiers. Je suis ministre de l'Intérieur, je sais ce que vivent les policiers, je sais ce dont ils ont besoin. Par exemple, les policiers, quand ils dénoncent la politique du chiffre. Récemment, vous avez un syndicat de police, le majoritaire, pas un petit syndicat, le premier syndicat des gardiens de la paix, dans la Drôme en l'occurrence, qui dénonce la politique du chiffre en expliquant qu'on leur demande, pour améliorer les statistiques, d'attraper des étrangers, si possible qui parlent français, parce que ça va faciliter les démarches pour procéder à leur expulsion, et comme ça, on va améliorer les statistiques au niveau départemental. Que fait Manuel Valls? Au lieu de dire, ah bah là, concrètement, il y a des gens qui n'ont pas compris, ils continuent à faire du Sarkozy alors que Sarkozy est parti. Il dénonce non pas la politique du préfet, il dénonce le tract des syndicats de police. En réalité, ils contiennent... Et ça a des conséquences. Il est raciste, Manuel Valls. Mais non, mais ça, il est pas raciste, il a aucune espèce d'imagination, il récite ce qu'a fait son prédécesseur, il se dit ça marche. Tous les ministres de l'Intérieur ont eu des super cotes dans les sondages. Il a sur 2017. C'est les sondages, il se dit c'est ce qui parle aux gens. Je veux être président de la République. Et puis c'est difficile parce que les médias adorent aussi ce côté sensationnel, parce que dès qu'on essaye de travailler sur la question, moi je vous parle de tout ça parce que j'ai bossé cet été, je vais sortir un bouquin à la rentrée dessus sur la sécurité. Mais beaucoup de gens se contentent de dire ah bah oui je connais, j'ai lu un fait divers. Il n'y a pas de travail. D'un certain point de vue, il y a un monopole des sécuritaires qui continuent à pouvoir de manière impunément raconter n'importe quoi. François Delapierre, est-ce qu'on interdit le port du foulard ou du voile? C'est typiquement du Valls. Il vous dit il faut faire sans stigmatiser personne. Mais alors pourquoi il pose le problème du voile à l'université? Ça vous pose un problème, vous? Mais alors bien sûr ça pose des problèmes. Mais regardez, vous êtes pour l'interdire? Moi je suis pour qu'on applique la laïcité d'une manière intransigeante et absolue. Mais une manière intransigeante et absolue, ça veut dire que ça doit pas être le cache-sexe d'une mise en cause systématique et exclusive de la religion musulmane. Mais c'est pas la religion musulmane. Ce sont ceux qui la portent ou qui l'affichent de manière ostentatoire. C'est pas la religion dans son ensemble. Je vais vous demander, vous avez aujourd'hui des universités catholiques, elles ont du financement public. Elles sont membres de grands, ce qu'on appelle ça des presses, des regroupements d'universités, à côté des universités publiques, et elles reçoivent de l'argent de l'État. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est pas normal. Mais on n'en parle pas. Donc vous dites que c'est catholique. Et quand c'est musulman, alors là, je parle pas de financement d'université musulmane. Si on enlève le foulard ou si on enlève le voile, il faut aussi retirer les financements. Mais il faut mettre tout. Bah bien sûr, faut les écoles catholiques sont sous contrat. Mais c'est y compris la condition pour que ce soit compris, parce que sinon les gens ils sont pas cons, ils disent à moi encore nous. Et d'ailleurs, ce sentiment est exploité par les religieux qui veulent intervenir dans la scène politique, qui sont une toute petite minorité des musulmans de notre pays, mais cette minorité, elle existe, elle est agissante, elle se sert de ça, elle dit, vous voyez bien, il y a une discrimination, c'est 2 poids 2 mesures, et elle se construit sur cette discrimination. Il y a de l'islamophobie en France aujourd'hui ou pas? Vous acceptez ça, le terme islamophobie? Non, moi j'utilise pas ce terme d'islamophobie parce que le problème du terme d'islamophobie, c'est que ça a tendance à renvoyer tout le monde à sa religion. Vous êtes victime de discrimination, de racisme. Tiens, vous êtes bronzé, vos parents viennent du Maghreb, on dit c'est de l'islamophobie. La personne en question, on lui a jamais demandé s'il était musulman. Il y a de l'hostilité à l'égard de la religion musulmane qui s'exprime, par exemple, quand vous avez des attaques de mosquées, quand vous avez cette idée que l'islam pose un problème à la France, qui n'est pas la réalité. La religion musulmane, comme toutes les religions, doit rester à sa place. Elle doit pas intervenir, dans l'espace public. Mais je remarque que toutes les religions sont tentées d'intervenir dans l'espace public, parce que comme il y a des difficultés
difficulté pour remplir les établissements de culte, on va chercher les gens dans la rue. Mais on est le 15 août, hein, c'est le jour des processions. Il y a même des processions sur la scène maintenant de l'Église catholique. Il y a une stratégie. Bon, c'est leur jeu. Ils jouent leur jeu d'essayer d'aller conquérir des fidèles. Bah nous, qu'on soit croyants ou pas, on doit dire écoutez, vous restez chez vous. Les religions, ça vous regarde pas. Ça fait partie de la religion. Pardon, ça fait partie de la laïcité. Vous voyez, j'ai bien compris. Ça fait partie de la laïcité. Et de la sphère privée.